Le bombardier Lancaster n'aurait dû terrifier personne. C'est du moins ce que se sont dit les pilotes de la Luftwaffe lorsqu'ils l'ont rencontré pour la première fois au début de 1942. Edmond Wilhelm Yonnan, un chasseur de nuit décoré, a décrit sa première réaction dans des interviews d'après-guerre. Nous l'avons appelé Flint Chouanet, la grange volante, car on aurait dit que quelqu'un avait attaché des ailes au bâtiment de stockage d'un agriculteur. Le surnom n'était pas affectueux. C'était dédaigneux, presque plein de pitié. Il y avait là un bombardier si énorme, si disgracieux qu'il semblait afficher sa propre vulnérabilité dans le ciel sombre de l'Europe. Le Lancaster mesurait 69 pieds de longueur avec une envergure de 102 pieds de diamètre. Lorsque vous comparez cela au B-17 Flying Fortress américain lui-même, qui n'est pas léger, le Lancaster mesurait en fait 4 pieds de plus et avait une envergure plus large. Mais les dimensions à elles seules ne lui valent pas la comparaison avec une grange. La section transversale du fuselage mesurait 7 pieds à son point le plus large, créant un profil nettement rectangulaire qui manquait de l'élégance épurée de ses contemporains. Pour les opérateurs radars allemands et les observateurs visuels, cette silhouette se lisait comme une marque facile, une cible lourde peinte dans la nuit. Ce qui a vraiment cimenté le surnom de la grange, c'est l'auvent de style serre du Lancaster. Le cockpit comportait de vastes vitrages en perspective qui entouraient les postes de pilotes et de mécaniciens navigants, créant d'énormes surfaces réfléchissantes. Les nuits de pleine lune ou lorsqu'ils étaient captés par des projecteurs, ces panneaux brillaient comme les fenêtres d'une grange de campagne. Le pilote de Luftwaffe, Int. Rucker se souviendra plus tard, vous pouviez les repérer à 5 km de distance lorsque les conditions étaient favorables. La verrière captait la lumière et vous aviez soudain un point de visée parfait. Mais les surnoms en matière de guerre comportent souvent une ironie dangereuse, et les Lancaster se révéleraient particulièrement traîtres pour ceux qui le croyaient. En mars 1942, lorsque le RAF Bombay Command déploya pour la première fois des Lancaster opérationnellement contre le cuirassé allemand Turpay, l'avion commençait déjà à contredire sa désignation comique. Le raid sur Augsbourg qui suivit le 17 avril 1942 vit 12 Lancaster voler en plein jour à hauteur des toits à travers la France occupée. 7 ne sont pas revenus, mais les 5 qui ont atteint la cible ont livré leur charge utile avec une précision dévastatrice. Ce n'était pas un comportement de grange. C'était une agression qui confinait au courage suicidaire. L'élément psychologique du surnom révèle quelque chose de crucial sur la façon dont la Luftwaffe a initialement sous-estimé le développement des bombardiers lourds britanniques. Les renseignements allemands s'étaient habitués aux limites des premiers bombardiers de la RAF, des Hamptons sous-alimentés, des Wellington exigus, des Manchesterais problématiques. Lorsque le Lancaster est apparu comme une évolution du modèle raté du Manchester, les analystes allemands ont supposé qu'il hériterait des mêmes vulnérabilités. Ils cataloguaient les dimensions physiques sans comprendre l'ingénierie révolutionnaire cachée sous cet extérieur aux allures de grange. Le nom s'est répandu à une vitesse remarquable dans les escadrons de la Luftwaffe stationnés dans toute l'Europe occupée. À l'été 1942, les rapports d'interception utilisaient régulièrement Chiné comme raccourci pour les contacts de Lancaster. Les équipages de chasseurs de nuit transmettaient leur position par radio en utilisant des expressions telles que formation Chiné se dirigeant vers le nord-est. La terminologie est devenue si ancrée qu'elle est apparue dans les évaluations tactiques officielles de la Luftwaffe. Un document de Nactiagrada daté d'août 1942 décrivait les formations de Lancaster comme de grandes cibles lentes présentant des profils d'engagement favorables. Le bilan vieillirait mal. Ce que le surnom de la grange n'a pas réussi à saisir, c'est l'intention. Oui, le Lancaster était massif. Il le fallait. Ce bombet caverneux s'étendant sur 33 pieds le long de la ligne centrale du fuselage sans aucune obstruction interne pourrait avaler des charges utiles qui ne rentreraient physiquement pas dans les B-17 ou les B-24. Les caractéristiques mêmes qui lui donnaient un aspect agricole étaient en réalité des choix de conception impitoyables privilégiant la capacité destructrice plutôt que l'esthétique. Chaque pied carré de cette structure semblable à une grange servait à la livraison de charges utiles. L'ironie s'est accentuée tout au long de l'année 1942 à mesure que les escadrons de Lancaster se multipliaient au sein du commandement des bombardiers. À la fin de l'année, la RAF comptait plus de 200 Lancaster opérationnels et les pilotes de chasse de nuit allemands ont commencé à remarquer quelque chose de troublant. Ces granges revenaient sans cesse. Ils ont subi une punition qui aurait dû les abattre, ont maintenu leur formation malgré une flaque qui a déchiqueté les autres bombardiers, et leurs équipages ont fait preuve d'une persévérance qui a transformé la comédie en inquiétude. Le surnom restait, mais les rires avaient commencé à s'éteindre quelque part dans la vallée de la Rurée. 4 moteurs Rolls-Royce Merlin ont défini le Lancaster d'une manière qui transcendait la simple propulsion. Chaque moteur produisait de 1 à 280 chevaux au décollage,
donnant au bombardier une puissance combinée de 5020 chevaux, entraînant 65 000 chevaux dans un espace aérien hostile. Les Allemands n'avaient rien de comparable dans leur propre flotte de bombardiers. Le Hankl, son 177, était aux prises avec des incendies de moteurs chroniques et la plupart des bombardiers Rafale de la Luft s'appuyaient sur une configuration bimoteur. Des opérations qui ne pouvaient pas approcher la capacité de charge utile du Lancaster. Cet arrangement à 4 moteurs n'était pas seulement une question de puissance. Cela a créé une redondance que les pilotes allemands ont appris à maudire. L'Oberleutnant Martin Becker, pilotant des chasseurs chevaliers Bf-110 depuis Leeuwarden en Hollande, a documenté un engagement de mars 1943 qui illustrait parfaitement l'avantage de Merlin. Son rapport de combat décrivait le pompage d'obus de canon de 20 mm dans le moteur extérieur bâbord d'un Lancaster jusqu'à ce qu'il éclate en flammes et que l'hélice se mette en drapeau. Le Lancaster n'est pas descendu. Cela n'a même pas rompu la formation. Les Britanniques ont simplement continué comme si nous les avions gênés plutôt que paralysés. Becker a écrit, sur 3 moteurs, ils ont maintenu une altitude et une vitesse suffisantes pour atteindre leur cible. Nous avons dû nous désengager en raison du manque de carburant, sachant qu'ils survivraient probablement au bombardement et rentreraient chez eux. Les mathématiques de la capacité de survie de 4 moteurs ont hanté la planification tactique de la Luftwaffe tout au long de 1943. Un Lancaster pouvait théoriquement voler avec 2 moteurs, mais à peine. Plus important encore, il pouvait combattre et naviguer efficacement à 3, maintenant une vitesse d'environ 160 000 à l'heure à 15 000 pieds. Les bombardiers bimoteurs allemands, en revanche, sont devenus des cercueils lorsqu'ils ont perdu une seule centrale électrique. Cette asymétrie signifiait que les dégâts qui garantiraient la mort d'un bombardier Dornier ou Junker blessaient simplement un Lancaster. Les pilotes de chasse de nuit devaient soit provoquer des dommages structurels catastrophiques, soit éteindre plusieurs moteurs simultanément. Proposition difficile lorsque votre fenêtre de tir durait peut-être 3 secondes, les moteurs Merlin eux-mêmes méritaient leur réputation légendaire. Développés à l'origine pour le chasseur Spitfire, ces centrales V12 refroidies par liquide offraient une fiabilité proche du surnaturel. Les Lancaster revenaient régulièrement à la base avec des moteurs qui avaient absorbé des éclats d'obus, perdu du liquide de refroidissement ou subi des dommages au cylindre, tout en continuant à fonctionner. Un incident célèbre du 460e escadron de la RAF en septembre 1943 a vu le Lancaster ED-860 revenir à Binbrook avec son moteur intérieur tribord complètement détruit, le carter brisé par la flaque. Pourtant, le Merlin avait continué à tourner suffisamment longtemps pour que l'équipage puisse le mettre en drapeau correctement et garder le contrôle. Les 3 autres les ont ramenés chez eux à travers 400 milles de la mer du Nord. Mais ces 4 moteurs ont créé une signature qui a joué contre le Lancaster d'une manière que les concepteurs n'avaient jamais imaginée. Le Merlin produisait une gorge profonde distinctive à puissance de croisière, un son qui portait sur des kilomètres les nuits calmes. Les localisateurs sonores allemands, des équipements de télémétrie acoustique positionnés autour des routes d'approche probables, pourraient détecter les formations de Lancaster avant que le radar ne les capte. Pire encore, la configuration à 4 moteurs signifiait 4 modèles de flammes d'échappement distincts. Malgré les carénages amortisseurs de flammes installés sur les modèles ultérieurs, les pilotes de chasse de nuit ont appris à repérer le quatuor de lueur rougeâtre provenant de la poupe, en particulier lors des montées, lorsque les manettes des gaz avançaient et que la température des gaz d'échappement atteignait son maximum. L'envergure s'est avérée également à double tranchant. À 102 pieds de pointe, le Lancaster présentait une énorme section transversale radar au radar d'interception aéroporté de plus en plus sophistiqué, Lanstin et plus tard SN2 équipant les chasseurs de nuit allemands. Les opérateurs de radar pouvaient distinguer les Lancaster des autres bombardiers uniquement par la signature en retour. Cette structure d'aile massive reflétait les signaux comme un panneau d'affichage. À la fin de 1943, les équipages de la Luftwaffe préféraient chasser les Lancaster aux autres types, notamment parce qu'ils étaient plus faciles à acquérir sur le radar. Le surnom de la Grange lui parut soudain prémonitoire. Le Lancaster était suffisamment gros pour être découvert, mais potentiellement suffisamment mortel pour que la découverte ne soit pas pertinente. Pourtant, c'est là que la peur allemande a commencé à se cristalliser. Bien qu'il soit plus facile à localiser, plus facile à suivre et qu'il présente une cible plus large, les Lancaster se sont révélés d'une efficacité dévastatrice pour atteindre leurs objectifs. La redondance des 4 moteurs signifiait que les interceptions réussies nécessitaient souvent plusieurs passes d'attaque. Chaque passe augmentait l'exposition du Night Fighter à l'armement défensif du Lancaster. 303 mitrailleuses Browning concentrées dans les tourelles dorsales et arrière avec parfois une tourelle ventrale ajoutée. Plus important encore, chaque passage consommait du carburant et du temps tandis que le flot de bombardiers continuait vers les villes allemandes.
Les pilotes de chasse de nuit étaient confrontés à un calcul impossible. Engager le plus facilement pour trouver Lancaster et éventuellement tuer après un combat prolongé ou contourner-le pour des cibles plus faciles tout en sachant que ce Lancaster particulier lâcherait certainement ses bombes. Les moteurs Merlin offraient un dernier avantage que les services de renseignement allemands avaient constamment sous-estimé jusqu'à trop tard. Les Lancaster pouvaient naviguer à 200 000 par heure à 20 000 pieds, mais ils pouvaient également ralentir et flâner à 180 000 par heure ou monter à 240 lorsqu'ils étaient poursuivis. Cette flexibilité de vitesse a perturbé les tactiques des chasseurs de nuit construites autour de vitesses prévisibles des bombardiers. Les pilotes de la Luftwaffe mettaient en place des approches arrière basées sur des taux de fermeture calculés uniquement pour constater que leur cible accélérait ou décélérait soudainement, perturbant les angles de déviation et forçait des ajustements dangereux dans l'obscurité. La nuit du 16 mai 1943 change tout. L'opération Chastise n'était pas le plus grand raid de bombardiers jamais organisé par le commandement, ni le plus destructeur par les mesures conventionnelles, mais elle a accompli quelque chose de bien plus précieux que de raser un autre district industriel. Cela a brisé la confiance des Allemands dans leur défense tout en transformant simultanément la façon dont la Luftwaffe percevait le Lancaster. 19 Lancaster spécialement modifiés du 617e escadron décollèrent de la RAF Scanton, transportant les bombes rebondissantes cylindriques de Barnes-Wallis pesant chacune 9250 livres. La sélection de la cible elle-même annonçait une audace confinant à la folie. Les barrages Emena et Sor sont des structures que les Allemands considéraient comme pratiquement indestructibles. Les travaux de modification de ces Lancaster ont révélé l'étonnante adaptabilité de l'avion. Les ingénieurs avaient entièrement retiré les portes du bombet, installant des bras d'étrier pour maintenir la mine cylindrique en rotation. La bombe devait tourner vers l'arrière à 500 tours par minute avant d'être larguée. Réalisée grâce à un moteur hydraulique et un système d'entraînement par courroie montée dans le fuselage. Les calculs de poids étaient si critiques que le site de la bombe avait été remplacé par un dispositif rudimentaire mais efficace utilisant deux projecteurs inclinés pour converger à exactement 60 pieds au-dessus de l'eau. Lorsque les bassins de lumière ont fusionné, le Lancaster était à la hauteur précise nécessaire au largage de l'arme. Les renseignements allemands n'avaient jamais imaginé que les bombardiers lourds pouvaient être modifiés aussi radicalement pour des missions aussi spécifiques. Le commandant d'escadron Guy Gibson a dirigé la formation à travers l'Europe occupée à la hauteur de la cime des arbres, sous la couverture radar, en naviguant au clair de lune et au point de repère. Les Allemands avaient concentré leurs efforts défensifs sur les approches à haute altitude. Personne n'avait sérieusement envisagé que 4 bombardiers à moteur pesant plus de 30 tonnes pouvaient opérer en toute sécurité à 100 pieds dans l'obscurité. Ce n'était pas seulement une surprise tactique. Cela représentait une réévaluation fondamentale de ce que pouvaient faire les bombardiers lourds. La Luftwaffe avait construit sa doctrine défensive autour des altitudes où la flak et les chasseurs opéraient le plus efficacement. Le raid sur les barrages a prouvé que les Lancaster pouvaient simplement voler sous toute cette architecture défensive. Le 17 mai à 12h28, le Lancaster de Gibson a largué son arme contre le barrage Emena. La mine a traversé la surface du réservoir exactement comme Wallace l'avait calculé, a heurté ce foutu mur, a coulé tout en tournant et a explosé à la profondeur optimale de 30 pieds. La première arme s'est fissurée, mais n'a pas brisé le barrage. Les deuxième et troisième tentatives n'ont pas non plus réussi à percer. Mais lorsque le vol a quitté le locataire Malte Lancaster, largué la cinquième arme à 12h49, le barrage de Mner s'est effondré. 330 millions de tonnes d'eau ont explosé à travers la brèche, créant un raz-de-marée qui a atteint 25 pieds de haut et s'est propagé à près de 15 mètres par heure dans la vallée rurale. Des centrales électriques se sont noyées, des usines ont été inondées, des voies ferrées ont été emportées par les eaux et plus de 1000 personnes sont mortes dans le déluge. Le barrage d'Ed est tombé 90 minutes plus tard après que 3 armes ont percé son mur, libérant 200 millions de tonnes d'eau supplémentaires. Les responsables allemands ont réveillé Albert Speer, ministre de l'Armement, à son hôtel avec la nouvelle. Sa réaction immédiate, documentée dans les transcriptions des interrogatoires, a été une incrédulité suivie d'une prise de conscience effrayante. S'ils peuvent faire cela au barrage, qu'est-ce que nous avons supposé d'autre comme étant sûr? Cette question a hanté la planification stratégique allemande pour le reste de la guerre. Le raid sur les barrages a prouvé que l'ingéniosité britannique combinée aux capacités du Lancaster pouvait frapper des cibles auparavant considérées comme invulnérables. 8 Lancaster ne sont pas revenus de l'opération Chastise, un taux de perte de 42% qui serait insoutenable dans le cadre d'opérations régulières. Mais la valeur de la propagande dépassait largement les gains tactiques. En quelques jours, des photographies de reconnaissance des barrages brisés circulèrent dans les services de renseignement alliés tandis que les journaux allemands s'efforçaient d'expliquer le désastre.
Le Luftreich a été confronté à des questions inconfortables de la part du personnel de Göring. Comment 19 bombardiers avaient-ils pénétré dans le cœur industriel, attaqué à loisir pendant près de 2 heures et sans être sortis avec des pertes modérées? La métaphore de la grange a commencé à se transformer en quelque chose de plus sombre. Ce n'étaient pas des cibles maladroites. Il s'agissait d'armes de précision, de plateformes capables de réaliser ce qui semblait impossible. Les ajustements défensifs allemands sont intervenus rapidement, mais ont révélé la profondeur de leurs inquiétudes. Les placements de diablotins anti-aériens de bas niveau ont quadruplé autour des infrastructures critiques en quelques semaines. Les batteries de phares de recherche ont reçu l'ordre de couvrir les approches à basse altitude qu'elles avaient précédemment ignorées. Des filets antitorpilles de type naval sont apparus dans les réservoirs et les canaux malgré l'absurdité logistique de la protection des eaux intérieures contre les torpilles aériennes. La Kriegsmarine a détourné des ressources pour protéger les barrages comme s'il s'agissait de navires capitaux. Chaque contre-mesure reconnaissait une vérité inconfortable. Le Lancaster possédait des capacités que la doctrine défensive existante n'avait pas anticipées. Plus important encore, l'impact psychologique s'est répercuté sur l'escadron de chasse de nuit Luftwaffe. Si les Lancaster pouvaient attaquer à 100 pieds avec précision, qu'est-ce qui les empêchait de le faire régulièrement? Les tactiques des chasseurs de nuit dépendaient de l'avantage d'altitude et des interceptions guidées par radar entre 15 000 et 22 000 pieds. Le raid sur les barrages a démontré que les équipages du Lancaster possédaient les compétences et le courage d'opérer dans une enveloppe d'engagement entièrement différente où les avantages allemands s'évaporaient. Soudainement, la grange volante ressemblait moins à un handicap qu'à une menace qui pouvait se manifester à n'importe quelle altitude, à tout moment, transportant des armes spécialement conçues pour détruire tout ce que les Britanniques jugeaient digne d'être détruit. Le ciel nocturne de l'Allemagne entre 1943 et 1994 a été le théâtre d'un ballet meurtrier auquel la plupart des gens n'ont jamais été témoins, mais dont des milliers n'ont jamais survécu. Pendant que le reste de l'Europe dormait, les bombardiers Lancaster et les chasseurs de nuit allemands combattaient dans une obscurité si complète que les combattants ne se voyaient souvent que jusqu'à ce que des traces éclairent le vide. Les chasseurs chevaliers Mesme Bf 110 et Energy 88 représentaient le principal contre-attaque allemand au bombardement nocturne de la RAF et leurs équipages développaient des techniques spécialement adaptées pour exploiter les vulnérabilités du Lancaster. Pourtant, ces mêmes équipages déposaient de plus en plus de rapports décrivant des quasi-accidents, une résistance inattendue et une reconnaissance rampante que la chasse à la grange volante entraînait des coups que les autres bombardiers n'imposaient pas. Les Allemands avaient fait du combat nocturne une science. En 1943, leur système IMLB divisait l'espace aérien au-dessus de l'Europe occupée en zones, chacune étant surveillée par des stations radars au sol de Würzburg qui contrôlaient les chasseurs de nuit affectés au flux de bombardiers. Une fois à portée, le radar aéroporté Liechtenstein du chasseur a pris le relais, guidant le pilote à une distance visuelle, généralement d'environ 200 mètres, où des équipages qualifiés pouvaient identifier les types de bombardiers par leur silhouette. Feldrill Wilhelm Seuss, un opérateur radar du NJG3, a décrit la signature radar du Lancaster comme indubitable, plus large et plus forte que celle du Halifax, avec un double retour distinctif depuis les ailes. Trouver Lancaster n'a jamais été un problème. Les tuer efficacement était là où les choses devenaient compliquées. Le profil d'attaque classique du chasseur de nuit s'est approché par le bas et par l'arrière, exploitant l'angle mort du Lancaster sous la queue. Les concepteurs britanniques avaient reconnu cette vulnérabilité et certains Lancaster étaient équipés de tourelles ventrales, mais celles-ci étaient souvent supprimées pour économiser du poids et réduire la traînée, en particulier à mesure que les charges de bombes augmentaient. L'équipage du Bf 110 se mettait en position à environ 100 pieds en dessous et 150 pieds derrière, puis se relevait légèrement pour faire porter son armement monté sur le nez. 2 canons de 20 mm et 4 mitrailleuses de 7,92 mètres déclencheraient une deuxième rafale dans le ventre du bombardier, visant les ailes en déroute où se regroupaient les réservoirs de carburant. En théorie, cette attaque tuait en un seul passage. La théorie et la pratique divergeaient considérablement lorsque la cible était un Lancaster. Mann Martin Dreo, qui a remporté 52 victoires nocturnes, a noté un phénomène particulier dans son journal de combat d'août 1943. Les Lancaster absorbent les punitions différemment des autres types. Vous voyez des grèves. Vous voyez des morceaux s'envoler. Vous êtes certain d'avoir causé des dégâts mortels. L'avion continue ensuite à voler. Parfois pendant quelques minutes, parfois jusqu'à la cible et retour. Les réservoirs de carburant sont dotés d'une sorte de système d'étanchéité automatique qui fonctionne mieux que ne le suggèrent les renseignements. La cellule est plus solide. C'est comme tirer sur un bœuf au lieu d'un cheval. Vous avez besoin de plus de balles dans des endroits plus critiques.
L'été 1943 a vu cette dynamique se manifester avec une clarté brutale lors de la bataille de Hambourg. Entre le 24 juillet et le 3 août, le Bombay Command a lancé 4 raids majeurs impliquant plus de 700 Lancaster parmi ses forces totales. L'ARF venait d'introduire des paquets de fenêtres constitués de bandes d'aluminium larguées pour confondre les radars allemands. Soudain, l'avantage technologique a radicalement changé. Les chasseurs de nuit ne pouvaient plus compter sur le guidage radar, ce qui les obligeait à recourir à des techniques de chasse visuelle. Dans le chaos, avec des écrans radars blancs de faux retour, les formations de Lancaster ont percé avec des pertes inférieures aux prévisions. Dans la seule nuit du 27 au 28 juillet, 787 bombardiers attaquent Hambourg et seuls 17 sont perdus, soit 2% taux de perte de 2% que les défenses allemandes étaient censées rendre impossible. L'Oberleutnant Paul Zorna, finalement crédité de 59 victoires nocturnes, a décrit les raids aux fenêtres comme un tournant dans la façon dont il a approché Lancaster. Avant la fenêtre, nous avions une certitude. Le radar nous a indiqué où il se trouvait. Nous avons fermé. Nous avons tiré. Nous avons tué. Après la fenêtre, nous avons chassé au clair de lune, aux flammes d'échappement, par chance. Les Lancaster semblaient savoir que cela les rendait moins vulnérables. Leurs formations se resserrèrent. Leurs artilleurs sont devenus plus agressifs. J'ai eu 3 affrontements en août où les mitrailleurs arrière du Lancaster ont touché mon avion avant que je puisse me positionner pour tirer. Ce n'étaient pas des réactions défensives. C'étaient des contre-attaques. Le Ju-88 offrait différentes capacités, en particulier les derniers modèles équipés de Schrage Music. Canon à tir vers le haut monté derrière le cockpit à 70 degrés angle. Cette installation permettait aux chasseurs de se positionner directement sous un bombardier adapté à sa vitesse et de tirer vers le haut dans le fuselage sans s'exposer à une riposte. Le système aurait dû être d'une efficacité dévastatrice contre les Lancaster. En pratique, des pilotes expérimentés du Lancaster ont développé une manœuvre d'évitement appelée corkscrew. Une violente plongée en spirale combinant roulade et changement de direction qui pourrait déstabiliser même des attaquants parfaitement positionnés. Les récits des ingénieurs de vol décrivent des pilotes lançant des corkscrews si agressifs que l'équipement lâche flottait momentanément en apesanteur avant de s'écraser sur les membres d'équipage alors que le Lancaster traversait le bas de la manœuvre. Au début de 1944, les tactiques des chasseurs de nuit allemands avaient évolué spécifiquement autour des caractéristiques du Lancaster. La formation mettait l'accent sur les attaques multipasses plutôt que sur les frappes dévastatrices uniques. Les équipes apprennent à cibler des systèmes spécifiques. Lancer 2 moteurs sur la même aile pour créer une poussée asymétrique incontrôlable. Viser l'empennage pour compromettre le contrôle de la gouverne de profondeur. Si possible, tuer le pilote avec une passe frontale. Même si cela nécessitait des taux de fermeture suicidaires, chaque technique reconnaissait que les Lancaster ne se replieraient pas simplement et ne mourraient pas comme le faisaient souvent les Wellington ou les Sterling. Leur destruction nécessitait un effort dévoué et cet effort consommait du temps et du carburant tout en exposant le chasseur de nuit à d'autres dangers. Flaque amicale errant, tir défensif d'autres bombardiers ou intrus de moustiques de la RAF chassant les chasseurs. La relation prédateur-proie avait atteint un équilibre inconfortable. Les chasseurs de nuit allemands pouvaient trouver et engager des Lancaster avec une fiabilité raisonnable, mais les taux de mortalité réels restaient frustrants par rapport aux taux de contact. Les équipages du Lancaster, quant à eux, savaient que chaque mission pouvait se terminer par une rafale de canon de 3 secondes venant de l'obscurité. Pourtant, ils grimpaient nuit après nuit dans ces serres à perspective. La peur mutuelle était peut-être l'émotion la plus honnête du ciel nocturne. Les chasseurs craignaient la grange autant que la grange craignait les chasseurs. Le Bombay du Lancaster mesurait 33 pieds de long et restait complètement dégagé par des éléments structurels, une caractéristique de conception qui semblait banale jusqu'à ce que Barn Wallace commence à calculer ce qui pouvait tenir à l'intérieur de cet espace caverneux. En 1944, ces calculs avaient produit des armes si grandes que seul le Lancaster pouvait les transporter, transformant l'avion du bombardier lourd polyvalent en un instrument spécialisé pour détruire des cibles que les munitions conventionnelles ne pouvaient pas érafler. Les bombes sismiques Talbois et Grand Slam n'ont pas seulement élargi les capacités du Lancaster, elles ont également créé de toutes nouvelles catégories de vulnérabilité pour les actifs stratégiques allemands. Le Tallboy est entré en service en juin 1944, pesant 12 000 livres et mesurant 21 pieds de longueur. Wallace l'avait conçu pour ne pas exploser à l'impact, mais pour pénétrer profondément dans la terre ou le béton avant la détonation, créant des ondes de choc sismique qui briseraient les structures de l'intérieur. L'arme devait être libérée à au moins 18 000 pieds pour atteindre la vitesse terminale nécessaire à la pénétration, soit environ 750 000 par heure à l'impact.
Aucun autre bombardier allié ne possédait à la fois la capacité de charge utile et les performances en altitude nécessaires pour lancer efficacement le Talbot. Le Lancaster le portait à l'extérieur, suspendu sous le fuselage, transformant la silhouette de l'avion en quelque chose d'encore plus disgracieux que d'habitude. Les observateurs allemands ont appris à identifier les Lancaster équipés d'un grand garçon par le renflement sous le ventre et ces identifications ont déclenché des alertes immédiates car le Talbot signifiait que les cibles critiques étaient sur le point de recevoir une attention particulière. Le tunnel de Saumur transportait la principale ligne ferroviaire entre la France occupée et l'Allemagne à travers une colline de la vallée du Lyre. Le 8 et 9 juin 1944, 19 Lancaster du 617e escadron attaquèrent avec des bombes Tallboy. Une arme a pénétré 60 pieds de terre avant d'exploser directement sous le tunnel, l'effondrant si complètement que les ingénieurs allemands n'ont jamais complètement rouvert la ligne. Le trafic ferroviaire empruntait des voies plus longues et moins efficaces, retardant les renforts Wehrmacht désespérément nécessaires en Normandie. Ce seul raid a démontré comment Talbot a transformé la sélection des cibles. Les structures qui nécessitaient des centaines de bombes conventionnelles et des raids répétés pouvaient désormais être détruites avec moins de 20 frappes de précision. Les stylos U-Boat ont présenté une démonstration encore plus convaincante. À Brest, La Palie et dans d'autres ports français de l'Atlantique, la Kriegsmarine avait construit des abris sous-marins avec des toits en béton armé mesurant jusqu'à 20 pieds d'épaisseur. Ces fortifications avaient résisté à des milliers de tonnes de bombes conventionnelles tout au long de 1941 à 1943 avec un minimum de dégâts. Les raids américains de jour en 1943 n'ont rien donné d'autre que de détruire les zones environnantes tout en perdant des dizaines de B-17 à cause de la flak. Le 6 août 1944, les Lancaster attaquèrent les enclos au sein avec un grand garçon. 5 coups directs ont traversé les toits en béton, ce que les analystes du renseignement avaient calculé comme étant impossible. Les structures internes se sont effondrées, rendant l'installation inutilisable. Albert Char a déclaré plus tard aux interrogateurs que les attaques contre le stylo U-Boat prouvaient que nous n'avions aucun refuge contre les bombes britanniques, quelle que soit la quantité de béton que nous avions coulé. Puis vint le Grand Chelem, une arme si absurde dans sa conception que les renseignements allemands ont d'abord rejeté les rapports comme étant de la désinformation. Ce monstre pesait 22 000 livres, plus de 10 tonnes et mesurait plus de 25 pieds de longueur. Un Lancaster standard ne pourrait pas remporter le Grand Chelem. Des avions spécialement modifiés avec des trains d'atterrissage renforcés, des moteurs améliorés et tous les blindages retirés étaient nécessaires. Ces Lancaster modifiés ont entièrement sacrifié l'armement défensif et le confort de l'équipage, devenant des véhicules de livraison dédiés à une seule bombe. La première utilisation opérationnelle a eu lieu le 14 mars 1945 contre le viaduc de Beerfeld, un pont ferroviaire vital qui avait survécu à plusieurs attaques précédentes. Un grand chelem a frappé près de la base du viaduc et l'effet du tremblement de terre qui en a résulté a fait s'effondrer 100 mètres de la structure en décombres. La réparation s'est avérée impossible. Les Allemands ont tout simplement abandonné la route. Ce qui terrifiait les défenseurs allemands n'était pas seulement la taille de ces armes, mais aussi leur précision. Talbot et Grand Slam nécessitaient un largage précis à haute altitude, généralement entre 18 000 et 20 000 pieds, pour atteindre la vitesse et la trajectoire nécessaires à la pénétration. Cela exigeait des sites de bombardement sophistiqués, des bombardiers qualifiés et des plateformes de bombardement stables. Le site de bombardement automatique du Lancaster, associé à la stabilité de l'avion à haute altitude, a rendu cela possible. Les équipages volaient en ligne droite et en palier pendant 30 à 45 secondes pendant le bombardement, effectuant des micro-ajustements basés sur les calculs du site de bombardement. Les équipages plats allemands ont appris à redouter ces courses car les Lancaster ne dévieraient pas malgré les tirs antiaériens intensifs. L'engagement envers la précision signifiait accepter les coups plutôt que de prendre des mesures évasives. L'élément de guerre psychologique a amplifié la destruction physique. Lorsqu'un grand garçon ou un grand chelem frappait près d'une cible, même s'il manquait, le cratère résultant mesurait 80 pieds de profondeur et 100 pieds de diamètre. Les travailleurs des installations voisines pouvaient entendre la détonation à des kilomètres, sentir le sol trembler et comprendre que toute structure située dans un rayon de 400 mètres pourrait être complètement détruite par une seule arme. Les rapports sur le moral des sites industriels allemands de 1945 ont documenté un absentéisme généralisé à la suite des attaques du Grand Chelem, les travailleurs refusant de retourner même dans les installations non endommagées, car les Britanniques pouvaient faire s'effondrer l'usine entière avec une seule bombe s'ils le souhaitaient. La logistique derrière le déploiement de ces armes a révélé la position unique du Lancaster dans le commandement des bombardiers. Au début de 1945, le 617e et le 9 escadron opéraient comme unités spécialisées exclusivement chargées de missions de Grand Chelem et de Grand Chelem. Ces escadrons ont attaqué des ponts, des viaducs,
des enclos U-boats et des sites d'armes VW que les bombardiers conventionnels ne pouvaient pas endommager de manière significative. Les renseignements identifieraient une cible durcie. Les planificateurs affecteraient les escadrons spécialisés de Lancaster et, en quelques jours, la cible cesserait d'exister. Cette capacité de destruction précise de structures fortifiées n'avait jamais existé auparavant dans l'aviation militaire. Les Allemands pouvaient disperser les usines, déplacer les quartiers généraux et cacher les dépôts de ravitaillement, mais ils ne pouvaient pas cacher les ponts ni déplacer les enclos sous-marins. Le Lancaster équipé de bombes sismiques pouvait atteindre tout ce qui était réparé et le détruire. L'ironie finale est apparue dans l'arithmétique de la destruction. Un raid typique de Lancaster pourrait impliquer 200 avions larguant 600 tonnes de bombes conventionnelles pour infliger des dégâts modérés à une zone industrielle. Une seule frappe du Grand Chelem a produit un effet destructeur équivalent contre une cible ponctuelle tout en exposant un seul équipage au danger. Du point de vue allemand, cela rendait le Lancaster encore plus terrifiant. Vous ne pouviez pas prédire où ces attaques spécialisées se produiraient, vous ne pouviez pas vous défendre efficacement contre les armes pénétrantes et vous ne pouviez pas réparer les dégâts une fois qu'ils se produisaient. La grange volante était devenue bien pire. Une arme stratégique capable d'anéantissement sélectif. Les statistiques opérationnelles du Lancaster présentent un paradoxe qui a dérouté à la fois les planificateurs alliés et les défenseurs allemands tout au long de la guerre. Entre 1942 et 1945, le Bombay Command a perdu 3249 Lancaster à cause de l'ennemi, un nombre stupéfiant représentant environ 43% de tous les Lancaster construits. À titre de comparaison, le bombardier lourd Halifax a subi un taux de perte de 34%, tandis que l'ancien Sterling a subi près de 50% de pertes avant d'être retiré du service de première ligne. D'après ces chiffres, le Lancaster semblait être un avion modérément dangereux pour l'équipage, ni l'option la plus sûre ni la plus mortelle disponible. Pourtant, ce même avion a effectué 156 000 sorties opérationnelles et largué 608 612 tonnes de bombes, soit plus que tout autre type de bombardier britannique, avec des marges énormes. Les mathématiques créaient un étrange effet psychologique. Les défenseurs allemands ont tué un grand nombre de Lancaster, mais n'ont jamais pu tuer suffisamment pour compter. Le taux de perte a fluctué considérablement en fonction de la cible et des conditions défensives. Lors du désastreux raid de Nuremberg les 30 et 31 mars 1944, le commandement des bombardiers envoya 795 avions, dont 572 Lancaster. Les chasseurs de nuit allemands ont exploité un temps inhabituellement clair et un bon clair de lune pour obtenir des résultats catastrophiques. 95 bombardiers ne sont pas revenus et 71 d'entre eux étaient des Lancaster. Cela représentait un taux de perte de 12,4% pour les Lancaster en particulier, bien au-dessus du seuil de 5% considéré comme durable par le commandement des bombardiers. Pourtant, en quelques semaines, les escadrons de Lancaster organisaient des raids avec des taux de pertes inférieurs à 2%. La capacité de survie de l'avion dépendait énormément de la tactique, des conditions météorologiques, du déroute et de la saturation défensive plutôt que de sa vulnérabilité inhérente. Ce qui distinguait le Lancaster des autres bombardiers lourds n'était pas son invulnérabilité. C'était la capacité de mener des opérations soutenues malgré les pertes. La chaîne de production de l'usine Avro de Chaton et des usines Shadow à travers la Grande-Bretagne a livré des Lancaster à un rythme qui dépassait systématiquement les pertes. Rien qu'en 1943, les usines britanniques ont produit 2126 Lancaster, tandis que les pertes s'élevaient à 146. Cela signifiait que même pendant la période la plus intense de la campagne de bombardement, la force du Lancaster augmentait de mois en mois. Des officiers du renseignement allemand suivent le commandement des bombardiers. L'ordre de bataille a vu le nombre d'escadrons Lancaster passer de 44 avions opérationnels en janvier 1942 à plus de 700 en janvier 1944. Peu importe le nombre d'avions abattus, d'autres apparaissaient. L'expérience de l'équipage a ajouté une autre couche au paradoxe. Un équipage de Lancaster faisait face à 44% de chances de mourir et à 12% de chances de devenir prisonnier de guerre au cours d'une tournée d'opération standard de 30 heures. Ces probabilités signifiaient que statistiquement, moins de la moitié des équipages termineraient leur tournée indemne. L'ingénieur de vol Norman Ashton du 467e escadron de la RAF a décrit plus tard le calcul mental effectué par chaque équipage. Vous connaissiez les chiffres. Vous aviez vu des avions ne pas revenir. Vous verriez de nouveaux équipages arriver et disparaître en quelques semaines, mais vous saviez également que certains équipages survivaient et vous vous êtes convaincu que le vôtre en ferait partie. Que pourriez-vous faire d'autre? Cette sombre arithmétique est devenue de notoriété publique au sein du commandement des bombardiers au milieu de 1943. Pourtant,
Les volontaires ont continué à pourvoir les postes d'équipage plus rapidement que les pertes ne pouvaient les épuiser. La capacité du Lancaster à rentrer chez lui malgré d'horribles dommages a contribué de manière significative à la confiance de l'équipage, même si les statistiques globales de pertes restaient à réfléchir. Les photographies des séances de débriefing montrent des Lancaster avec des sections entières du fuselage emportées par le vent, des empennages déchiquetés par la flaque, des moteurs complètement détruits, mais toujours en vol. Lancaster ED-88. L'amiral Prin a réalisé 140 opérations entre 1942 et 1945. Un record qui défiait toute probabilité statistique. À chaque fois, les équipages entendaient des histoires de Lancaster ayant survécu à des dommages impossibles. Cela renforçait la conviction que l'habileté et la chance pouvaient surmonter les obstacles. L'avion avait acquis une réputation de robustesse plutôt que de fragile. Et cette réputation comptait psychologiquement, même si les statistiques de pertes suggéraient le contraire. Du point de vue allemand, le paradoxe s'est manifesté par une crise d'allocation des ressources. Les unités de chasse de nuit et les batteries de flak détruisaient 40 à 50 Lancaster par mois tout au long de 1943 et 1944. Des chiffres impressionnants qui auraient dû dégrader les capacités britanniques. Au lieu de cela, les raids de Lancaster se sont intensifiés. Le tonnage largué a augmenté. La précision s'est améliorée à mesure que les équipages gagnaient en expérience et que de nouvelles technologies de ciblage étaient déployées. Les commandants de la Luftwaffe se sont retrouvés piégés dans une équation insoutenable. Ils gagnaient des batailles tactiques en abattant un nombre important de bombardiers, mais perdaient la campagne stratégique parce que la capacité industrielle britannique et les pipelines de formation des équipages dépassaient les efforts d'attrition allemands. Chaque Lancaster détruit représentait une victoire. Pourtant, ces victoires se sont transformées en défaites stratégiques. La question de la durabilité s'étendait au-delà des simples chiffres de production et concernait la capacité de formation et la doctrine opérationnelle. Le Bombay Command avait développé un système capable d'absorber 44% des pertes tout en maintenant le rythme opérationnel. Des unités de conversion lourdes à travers la Grande-Bretagne formaient en permanence des équipages de remplacement avec des instructeurs expérimentés transmettant les leçons tirées des opérations de combat. De nouveaux équipages sont arrivés dans des escadrons opérationnels déjà familiarisés avec les systèmes, tactiques et procédures du Lancaster. La courbe d'apprentissage était abrupte mais gérable, contrairement au début de la guerre, où une formation inadéquate envoyait à la mort des équipages non préparés. En 1944, un équipage de remplacement pouvait être opérationnel quelques semaines après son arrivée à l'escadron, maintenant ainsi l'effectif des forces malgré les pertes continues. Les implications de guerre psychologique de ce paradoxe n'ont pas échappé aux défenseurs allemands. Les équipages d'appartements pourraient abattre un Lancaster en flammes une nuit, puis en affronter 50 autres la semaine suivante. La victoire individuelle n'a fourni aucune assurance stratégique car le flot de bombardiers a continué à affluer malgré tout. La propagande allemande sur le front intérieur s'intensifie de plus en plus a eu du mal à décrire les victoires défensives en termes significatifs. Annoncer que des chasseurs de nuit avaient détruit 20 bombardiers britanniques semblait impressionnant jusqu'à ce que les citoyens demandent pourquoi leur ville avait encore été bombardée. La combinaison de pertes élevées et d'un rythme opérationnel élevé du Lancaster a créé une perception d'élan imparable que les chiffres à eux seuls ne traduisaient pas. Le dernier élément du paradoxe est apparu dans la comptabilité d'après-guerre. Malgré la perte de près de la moitié de tous les Lancaster construits, le type avait livré les 2/3 du tonnage total de bombes du Bombay Command. Le rapport entre les destructions livrées et les avions perdus favorisait le Lancaster par rapport à tous les autres types de bombardiers lourds britanniques. Chaque Lancaster perdu avait en moyenne effectué plus de sorties et largué plus de bombes que les Halifax, les Sterling ou tout autre concurrent. L'avion était à la fois vulnérable et efficace, mortel et capable de mission, redouté par ses équipages et sur lequel comptaient les commandants qui n'avaient pas de meilleure alternative. La preuve la plus convaincante de la peur allemande à l'égard du Lancaster ne vient pas de la propagande ou d'évaluation stratégique, mais des paroles spontanées du personnel de la Luftwaffe capturé et interrogé par les services de renseignement alliés. Ces transcriptions d'interrogatoires, déclassifiées des décennies après la guerre, révèlent un schéma cohérent. Les équipages aériens allemands respectaient les raids de jour américains pour leur précision et leurs escortes de chasseurs, mais ils redoutaient les attaques nocturnes de Lancaster pour des raisons qui n'avaient pas grand-chose à voir avec la logique militaire et tout à voir avec l'épuisement psychologique. Obus vers stress, une course de chasse nocturne avec 65 victoires confirmées, a déclaré à ses interrogateurs en mai 1945 que combattre les Américains était un combat dangereux, mais compréhensible. Combattre les Lancaster la nuit, c'était chasser les fantômes qui brûlaient vos villes pendant que vous les chassiez. Les rapports d'interrogatoire de Dulag Luft,
le centre d'interrogatoire de Luftwaffe pour les aviateurs alliés capturés, contiennent des dizaines de références aux capacités du Lancaster du point de vue allemand. Un document particulièrement révélateur de novembre 1943 relate une conversation entre Allemand Isef Kamubé et plusieurs pilotes de chasse de nuit. Kamubé a demandé quel type de bombardier ils préféraient éviter s'ils avaient le choix. La réponse unanime a été les formations de Lancaster, en particulier les ruisseaux de Lancaster à grande échelle. Les pilotes ont expliqué que les formations d'Halifax avaient tendance à être plus petites et moins concentrées, ce qui les rendait plus faciles à exploiter. Les steerings volaient plus bas et plus lentement, présentant une géométrie d'engagement plus favorable. Les B-17 américains opéraient de jour avec des routes d'approche connues. Les Lancaster sont arrivés de nuit par centaines dispersés sur de vastes zones avec des itinéraires imprévisibles et ont maintenu leur élan quelles que soient les pertes. Le point de vue de l'équipage plat apparaît dans les rapports des unités de défense intérieure recueillis par les services de renseignement britanniques à partir de documents capturés. Un rapport du Mérou plat de Francfort, daté de février 1944, décrit les frustrations liées à l'engagement en termes directs. Les formations de Lancaster maintiennent leur altitude et leur vitesse grâce à des concentrations de barrages qui dispersent d'autres types de bombardiers. Nos solutions prédictives d'incendie supposent des réactions d'évitement normales. Les pilotes de Lancaster maintiennent fréquemment leur cap malgré les rafales, donnant probablement la priorité à la précision des tirs de bombe plutôt qu'à la survie. Ce comportement entraîne des probabilités de réussite plus faibles que ce que le calcul suggère. Le rapport se poursuit avec une demande d'augmentation de l'allocation de munitions spécifiquement pour les raids de Lancaster, notant que les tirs défensifs standards s'avèrent insuffisants contre ces formations. Les témoignages de civils allemands travaillant dans l'industrie de la défense et qui ont été témoins des attaques de Lancaster sont peut-être les plus révélateurs. Une série d'entretiens menés par l'enquête sur les bombardements stratégiques des États-Unis en 1945 comprend le témoignage d'August Schmidt, chef d'équipe à l'usine Krupp à Essen. Schmidt a décrit l'évolution de ses réactions aux raids aériens entre 1942 et 1945. Au début de la guerre, on entendait les sirènes et on ressentait de l'inquiétude, mais pas de terreur. Les bombes tombaient au hasard. Les dégâts étaient limités. En 1943, lorsque les Lancaster arrivèrent en force, tout changea. Vous saviez qu'ils trouveraient l'usine. Vous saviez que les bombes allaient frapper. Le bruit de leur moteur, ce profond grondement de centaines de personnes qui approchaient, devenait pire que les explosions elles-mêmes car cela signifiait des heures d'attaque soutenues à venir. La signature acoustique des formations de Lancaster apparaît à plusieurs reprises dans les récits allemands. Contrairement aux formations américaines qui annonçaient leur présence avec le bourdonnement aigu de milliers de moteurs radio en plein jour, les jets de Lancaster produisaient un battement à basse fréquence qui pénétrait dans les bâtiments et les abris. Les civils de Berlin, Hambourg et Cologne ont déclaré avoir entendu les formations s'approcher pendant 10 à 15 minutes avant que les bombes ne tombent, créant une anticipation prolongée qui a amplifié la peur. Les opérateurs du sondeur Luftrair ont noté que le bruit du moteur Lancaster était plus important que prévu, probablement en raison de la résonance spécifique de 4 Merlins synchronisés. Cet avertissement sonore paradoxalement, cela rendait les raids plus terrifiants. Savoir qu'ils arrivaient, mais ne pas savoir exactement quand et où les bombes atterriraient, mettait les nerfs à rude épreuve. Les communications internes des structures de commandement défensives allemandes révèlent une anxiété stratégique quant aux capacités du Lancaster. Une note du général Oberst Hans-Jürgen Stump commandant la Luftfloreich à la fin de 1944 traitait des priorités en matière d'allocation des forces. Stump a noté que si les raids américains de jour ont reçu davantage d'attention de la part du haut commandement en raison de leur visibilité et de leur importance politique, l'offensive nocturne soutenue des forces de Lancaster représente la plus grande menace pour la production de guerre et le moral des civils. Les raids américains sont des frappes chirurgicales qui peuvent être défendues grâce à la concentration. Les attaques de Lancaster sont des coups de masse répartis dans le temps et dans la géographie et qui mettent en échec la concentration défensive. Le mémo recommandait de déplacer les ressources des chasseurs de nuit des zones d'interception côtière vers la défense de la zone cible, reconnaissant qu'arrêter les formations de Lancaster avant qu'elles n'atteignent leur cible s'était révélé en grande partie impossible. Les témoignages des équipages de chasseurs de nuit allemands qui ont survécu à la guerre ajoutent de la texture aux données statistiques. Heinz Wolfgang Schnoffe, l'un de course de combat de nuit le plus performant avec 121 victoires confirmées, a donné de nombreuses interviews dans les années 1950 avant sa mort. Il a décrit les formations Lancaster comme étant pilotées de manière professionnelle par des équipages qui comprenaient que leur survie dépendait du soutien mutuel et d'un vol discipliné. Vous ne pouviez pas éliminer facilement les retardataires car ils maintenaient mieux la formation que les autres types. Les mitrailleurs arrière étaient alertes et agressifs. Plus important encore,
les Lancaster ont continué à venir, quelles que soient les pertes. Nous pourrions en abattre 20 en une nuit, et 2 nuits plus tard, il y en aurait autant qui attaqueraient à nouveau. Le respect de Schnoer pour les équipages des Lancaster était remarquable précisément parce qu'il venait d'un homme qui en avait tué un si grand nombre. L'élément psychologique des opérations soutenues apparaît clairement dans les rapports d'interrogatoire sur les captures de la fin de la guerre. Les jeunes membres du personnel de Luftwaffe qui ont rejoint les unités défensives en 1944 ont décrit les raids de Lancaster comme une réalité plutôt que comme des événements discrets. Ils venaient chaque semaine, parfois plusieurs fois par semaine, expliquait Franz Stigler, capturés après avoir sauté au-dessus des Pays-Bas en mars 1945. On a arrêté de penser aux raids individuels et on a commencé à penser à l'effet cumulatif. Votre ville constamment assiégée, votre sommeil constamment interrompu, votre famille en perpétuel danger. Le Lancaster n'était pas qu'un simple avion. C'était le symbole de votre incapacité à protéger votre patrie malgré tout ce qu'on vous disait sur la supériorité allemande. Cet aveu selon lequel le Lancaster représentait l'échec défensif allemand est plus profond que les évaluations tactiques. La dernière catégorie de preuves provient des débriefings d'après-guerre des commandants allemands menés lors de l'enquête sur les bombardements stratégiques. Lorsqu'on leur a demandé quels aspects de la campagne de bombardement alliée avaient été les plus efficaces, plusieurs commandants ont mentionné le poids psychologique des attaques nocturnes soutenues de Lancaster. Le général Feldmarschall Ehrmilch, qui supervisait la production aéronautique allemande, a déclaré sans embâche, « Les Américains ont nui à notre capacité de production avec des attaques précises contre des industries spécifiques. Les Britanniques, avec leur Lancaster, ont brisé la volonté des travailleurs qui ne pouvaient pas dormir, ne pouvaient pas se sentir en sécurité et ne pouvaient pas maintenir leur productivité sous des bombardements nocturnes constants. Les deux étaient efficaces. La campagne de Lancaster fut plus corrosive pour le moral. La distinction comptait. Les Allemands ont pu reconstruire les usines et déraciner la production, mais ils n'ont pas pu restaurer la résilience psychologique une fois qu'elle avait été anéantie par des mois d'attaques nocturnes. La carrière de combat du Lancaster a pris fin en mai 1945, mais sa transformation de cible ridiculisée en arme légendaire avait déjà remodelé la façon dont les nations envisageaient le bombardement stratégique. Lorsque les premiers Lancaster sont entrés en service au début de 1942, la sagesse conventionnelle pensait que les bombardiers lourds avaient besoin d'un blindage défensif lourd, de performance à haute altitude et de sites de bombes de précision pour survivre et livrer des munitions efficacement. Les Américains ont construit les B-17 et B-24 autour de ces principes. Doté de tourelles de canon et conçu pour le vol en formation de jour. Le Lancaster suivait une philosophie entièrement différente. Maximiser la capacité de charge utile. Accepter un blindage défensif modéré. Opérer la nuit en flux concentré et submerger les défenses grâce au nombre et à la persévérance. À la fin de la guerre, cette approche s'était révélée d'une efficacité dévastatrice malgré la violation de la doctrine établie. Les chiffres racontent l'histoire stratégique avec une clarté brutale. Les escadrons de Lancaster ont effectué 156 000 sorties et largué 608 612 tonnes de bombes tout en perdant 3 249 avions. Comparez cela au Halifax qui a effectué 75 532 sorties et largué 227 610 tonnes tout en perdant 833 avions. Le Lancaster a réalisé plus du double des sorties et près du triple du tonnage avec des pertes environ 80% plus élevées. Le rapport d'efficacité, les tonnes larguées par avion perdu, a considérablement favorisé le Lancaster. Chaque Lancaster perdu avait livré en moyenne 187 tonnes avant d'être détruit. Chaque Halifax gérait 124 tonnes. Le Sterling, retiré des opérations principales en 1944 en raison de pertes insoutenables, n'atteignit que 89 tonnes par avion perdu. Lagrange s'était révélé être une bête de somme qui justifiait ses pertes par sa simple productivité. Le changement doctrinal catalysé par Lancaster est devenu évident dans la planification stratégique d'après-guerre. L'armée de l'air américaine, malgré son engagement dans les bombardements de précision de jour pendant la guerre, a commencé à développer des bombardiers lourds qui empruntaient largement au principe de Lancaster. Le B-36 Peacemaker, conçu à la fin des années 1940, comportait une énorme soute à bombes optimisée pour transporter des armes uniques massives, notamment des bombes nucléaires, plutôt qu'un armement défensif maximal. Le dernier BE-52 Strait Fortress a poursuivi cette évolution, en donnant la priorité à la charge utile et à la portée plutôt qu'au canon défensif. Dans les années 1960, les bombardiers lourds avaient largement abandonné le concept de forteresse du B-17 au profit de la philosophie axée sur la charge utile du Lancaster. Lagrange avait gagné l'argument architectural. L'adaptabilité du Lancaster s'est avérée aussi influente que ses capacités brutes.
Au-delà des opérations de bombardement standard, les Lancaster effectuaient des patrouilles maritimes, de la guerre électronique, de la reconnaissance photographique et finalement la surveillance des essais nucléaires. Les Lancaster modifiés ont largué les premières bombes de 12 000 livres, les premières bombes de 22 000 livres et ont été les premiers à utiliser des techniques de marquage à basse altitude qui ont révolutionné l'identification des cibles. L'avion a servi avec le RAF Coastal Command Hunting U-Boat, a opéré sur les théâtres du Moyen-Orient et de l'Extrême-Orient, et a continué à occuper divers rôles jusqu'à sa retraite définitive en 1963, 18 ans après la fin de la guerre. Peu d'avions militaires ont jamais atteint une telle longévité opérationnelle ou polyvalence. Le coût humain inhérent à l'héritage du Lancaster mérite d'être reconnu sans sentimentalité. Sur les quelques 125 000 équipages aériens qui ont servi dans le commandement des bombardiers pendant la guerre, 55,73 ont été tués au combat, un taux de mortalité de 44% qui dépassait les pertes de l'infanterie britannique en termes de pourcentage. Les équipages du Lancaster représentaient la majorité de ces pertes à partir de 1942. Ces hommes se sont portés volontaires pour le service, connaissant les probabilités, sont montés dans des avions non chauffés à moins 40 degrés Celsius et ont survolé des concentrations de flak et des attaques de chasseurs de nuit qui ont tué au hasard et sans avertissement. Leur taux de perte approchait celui des équipages de U-Boat, un autre service où les probabilités mathématiques favorisaient la mort plutôt que la survie. L'efficacité du Lancaster reposait sur leur volonté d'accepter ces probabilités à plusieurs reprises. Les villes allemandes portèrent les preuves matérielles des capacités du Lancaster pendant des décennies après la guerre. Hambourg, où les incendies de juillet 1943 ont tué plus de 40 000 personnes, a conservé des bâtiments bombardés jusque dans les années 1960. La reconstruction de Dresde a duré jusque dans les années 1990 pour restaurer une partie de ce qui avait été détruit en février 1945. La cathédrale de Cologne est restée entourée de décombres pendant des années, témoignage à la fois de la nature sélective de certains bombardements et de la destruction complète de la majeure partie du tissu urbain. La question de savoir si ces attaques constituaient une nécessité militaire, des crimes de guerre ou quelque chose entre les deux reste débattue. Ce qui ne fait aucun doute, c'est que le Lancaster les a rendus possibles à une échelle auparavant inaccessible. Le surnom qui commençait par moquerie se termina par une reconnaissance. Les vétérans de la Luftwaffe d'après-guerre écrivant leurs mémoires faisaient régulièrement référence au Lancaster avec un respect confinant à la révérence. De la même manière que les pilotes de chasse parlent d'adversaires dignes. La métaphore de la grange a disparu des récits allemands en 1944, remplacée par des descriptions cliniques de via British à bomber 4e bombardiers britanniques qui ne portaient aucun du dédain antérieur. Ce changement linguistique reflétait une réalité opérationnelle. À la fin de la guerre, les défenses allemandes s'étaient adaptées spécifiquement pour contrer les tactiques de Lancaster, en développant des techniques et des technologies destinées aux avions qui dominaient les bombardiers de la RAF. La grange était devenue la principale menace plutôt qu'un spectacle amusant. Les dernières sorties du Lancaster ont eu lieu le 25 avril 1945, larguant des vivres aux civils néerlandais affamés dans le cadre de l'opération Mana. Des milliers de Lancaster ont effectué des passages à basse altitude au-dessus de la Hollande, leurs bombets étant remplis de farine, de chocolat et de viande en conserve au lieu d'explosifs. Les civils néerlandais qui avaient passé des années à s'abriter de ces mêmes avions les regardaient désormais passer au-dessus de leur tête, apportant le salut plutôt que la destruction. La flexibilité opérationnelle qui a permis cette transformation du bombardier stratégique en avion de secours humanitaire en quelques jours a illustré l'adaptabilité fondamentale du Lancaster. L'avion pourrait être n'importe quelle mission requise, qu'il s'agisse de détruire des villes ou de nourrir des réfugiés. La préservation des Lancaster survivants témoigne de leur impact culturel durable. Seuls 2 restent en état de navigabilité dans le monde. L'un en Grande-Bretagne, l'autre au Canada, et tous 2 volent régulièrement lors de spectacles aériens où ils attirent les hainaut des foules nombreuses. Le son de 4 Merlins à pleine puissance évoque une reconnaissance immédiate de la part de toute personne familiarisée avec l'histoire de l'aviation. Les musées du Commonwealth exposent des Lancaster statiques, et les organisations d'anciens combattants gèrent des fonds commémoratifs spécifiquement pour la restauration des Lancaster. Cet intérêt public soutenu 8 décennies après l'introduction de l'avion suggère que le Lancaster a transcendé le simple matériel militaire pour devenir le symbole de quelque chose de plus grand. La persévérance britannique, la détermination des Alliés ou peut-être la capacité industrielle de mener une guerre totale quel qu'en soit le coût. La campagne de bombardement stratégique permise par Lancaster reste controversée précisément parce qu'elle a pleinement réussi. Si le Bombay Command n'avait pas réussi à nuire de manière significative à la production de guerre allemande ou au moral des civils, les historiens considéreraient cela comme un détournement coûteux de ressources. Au lieu de cela,
La campagne a manifestement dégradé la production industrielle allemande, immobilisé des centaines de milliers de personnes dans des rôles défensifs et forcé l'allocation de ressources à la défense de la patrie plutôt qu'au soutien des opérations de première ligne. Ces effets se sont soldés par la mort de 55 573 membres d'équipage aérien alliés et de centaines de milliers de civils allemands tués. Le Lancaster a rendu cet échange possible. La question de savoir si cela l'a rendu justifiable reste une question ouverte à laquelle chaque génération répond différemment. Ce qui ne fait aucun doute, c'est que le Flying Barn a acquis sa redoutable réputation grâce à ses résultats opérationnels plutôt qu'à sa propagande. Les équipages allemands l'ont appelé une grange parce qu'il semblait vulnérable, puis ont appris qu'il était mortel. Ils en abattirent des milliers tandis que des milliers d'autres continuaient à arriver. Ils ont développé des contre-mesures qui ont réduit l'efficacité, mais n'ont jamais arrêté les attaques. Ils l'ont respecté, l'ont craint et n'ont finalement pas pu le vaincre. Le surnom est resté, mais le sens s'est transformé. De l'insulte à l'hommage involontaire à un avion qui refusait d'être autre chose que ce pourquoi il a été conçu, une plateforme de livraison d'armes qui donnait la priorité à sa mission avant tout le reste, y compris la survie de ceux qui le pilotaient. Dans le calcul de Total War, cet objectif déterminé s'est avéré d'une efficacité dévastatrice.